Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live. Ça fait un petit moment que j'ai pas live et cette année, vous l'auriez remarqué, j'ai été moins régulier que les années précédentes. Donc veuillez m'en excuser, mais cette année était une année particulièrement mouvementée. Et aujourd'hui, j'ai prévu donc de faire un petit format qui est un peu différent de d'habitude parce qu'on m'a souvent posé beaucoup de questions sur comment je gérais la chaîne, tout ça, etc. Et donc, je me suis dit, c'était peut-être le moment de faire une petite FAQ, une Frequently Asked Question, comme on dit, ou Fast Answer to Question, ça dépend comment vous le voyez. En tout cas, déjà, avant de démarrer, je tiens à saluer toutes celles et ceux qui sont déjà dans le chat. Donc, je viens de voir Mister Chavenet, salut, bienvenue à toi. Mémoire morte, bienvenue à toi. Manon, ça fait plaisir de te voir ici, Manon. Mister Hardware, Mister Sylvain, alias Sylvain Valaise. Je suis libre. Laurent Chélus, Gouze, alias Sylvain Gougouzian. Et il y en a pas mal d'autres aussi. Je vois Disque 91 dans le chat. Random BZH, Hugla alias René. Enfin bref, bienvenue à tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Et notamment pour certains, vous êtes des habitués depuis maintenant quelques années, certains quelques mois, certaines quelques années, puisque maintenant ça fait, j'ai regardé, ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai démarré cette chaîne. Et j'ai regardé, la première émission réellement que j'ai lancée, c'était l'apérothèque du 14 février 2022. Finalement, ça commence à dater, voilà, et je suis plutôt content d'avoir déjà lancé cette chaîne pour commencer, mais aussi de voir que ça a intéressé pas mal de monde et qu'on a réussi à créer une communauté, que des gens viennent me suivre directement sur Twitch, puisque c'est le média initial. Mais comme évidemment, je Twitch le lundi, je live le lundi. Et ben je mets au fur et à mesure les replays sur YouTube, donc je l'ai fait dès le début, j'ai pris cette habitude et je me suis rendu compte que la communauté s'étendait parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être présents en live sur Twitch parce que en fonction des horaires, en fonction des contraintes, il y a des gens qui ne sont pas spécialement aussi attachés au caractère live des choses. Et puis il est vrai que je live sur un créneau qui n'est pas forcément évident, le lundi 12h15. Et donc souvent, c'est la question qui m'a été souvent posée, mais pourquoi le lundi 12h15 ? Pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire mes petits amis. Le lundi, parce que je travaille à 80%, j'ai fait ce choix il y a quelques années maintenant, donc c'était en 2021-2022, j'ai fait ce choix de passer à 80% dans mon emploi salarié, d'une part pour pouvoir retrouver un équilibre vie pro, vie privée qui soit satisfaisant pour moi, mais aussi pour pouvoir récupérer du temps, pour pouvoir organiser un petit peu les sujets que j'ai envie de faire, notamment les lives. Il y a ça aussi. Travailler sur mes propres projets, mes projets FLOSS, free, libre et open source, contribuer à d'autres projets, mais aussi préparer les conférences ou donner les cours, puisque je donne aussi des cours en école d'ingénieur, je vous en ai déjà parlé. Donc tout ça fait que j'avais besoin de récupérer du temps et sur un temps plein, donc travailler 5 jours par semaine, c'est très difficile parce que on se retrouve aussi avec un week-end où on a aussi besoin et envie de voir la famille, les enfants, faire des choses. Donc je peux pas cannibaliser le week-end pour organiser tout ça. Donc j'avais besoin de ce jour supplémentaire. Et donc j'ai pris le parti de prendre chacun de mes lundis. Alors, on aurait pu me dire, le vendredi, c'est peut-être mieux, parce que parfois, il y a quand même aussi pas mal de lundis qui sont fériés dans l'année, mais j'ai pris le parti de prendre le lundi parce que pour moi, c'est une forme d'extension du week-end et ça me permet d'avoir ce jour qui est à moi, sur lequel je peux faire un petit peu ce dont j'ai envie. Donc, déjà, d'une part, les lives pour commencer, mais aussi travailler sur les confs, comme je le disais, donner des cours quand je donne des sessions de cours, travailler sur mes projets de logiciels libres, ou si vraiment je suis complètement claqué, me reposer, tout simplement. Donc voilà, donc ça fait, comme le dit Gouze dans le chat, ça fait déjà 4 ans, ouais, ça fait 4 ans et je suis plutôt content. Alors je le fais pas pour avoir des millions d'abonnés, des millions de followers, je le fais effectivement à un rythme, puisque notamment Twitch
vous le savez ou vous le savez peut-être pas d'ailleurs, quand on commence à streamer, Twitch va essayer de nous encourager à atteindre un certain nombre d'objectifs. Par exemple, streamer 7 jours consécutifs, atteindre 50 followers, atteindre ceci, cela. Enfin bref, il y a plein d'objectifs. Et moi, je me suis jamais mis la rate au courbouillon avec ça. Il y a même des objectifs que j'ai jamais atteints parce que j'ai jamais streamé par exemple 7 jours consécutifs parce que je peux pas et parce que j'en ressens pas forcément le besoin. Donc je vais essayer de privilégier plutôt la qualité à la quantité. Et malgré tout, il y a des gens qui ont la passion et le temps, et c'est aussi leur activité principale de pouvoir faire ça de façon plus soutenue que je ne le fais. Très régulièrement, effectivement, normalement, je stream chaque lundi. Mais il y a des lundis qui sautent parce que parfois je suis en conférence, parce que parfois j'ai d'autres choses qui sont prévues ou des impératifs. Donc il y a parfois quelques streams qui sautent. Notamment lundi dernier, je ne pouvais pas streamer parce que j'étais en déplacement. La semaine prochaine, je ne pourrai pas streamer parce que j'ai de la famille qui vient. Voilà, donc je vous le dis tout de suite. La semaine prochaine, il n'y aura pas de stream. Il y aura certainement un live la semaine suivante. Et puis, bon, voilà, donc j'organise et j'essaye de vous prévenir le plus possible en avance pour que soit vous ne puissiez pas attendre, je dirais, pour rien, ou pour que vous puissiez être prévenu et vous pouvoir vous rendre disponible si vous voulez être là sur la partie live, sachant qu'effectivement, je remets toujours sur YouTube. Et sur YouTube, j'ai atteint un certain nombre d'abonnés qui est quand même, pour moi, assez significatif. Et je ne pensais pas en atteindre un jour autant. Il y en a 5288. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour finalement une chaîne où je mets des replays de live. Donc, qui est un format qui est plus inadapté à YouTube, en tout cas moins adapté, je dirais, qui draine moins de personnes. Et aussi sur le fait que c'est une chaîne de niche, parce que vous toutes et tous qui me suivez, j'aborde des sujets parfois techniques, des sujets de niche, parce qu'on parle de tech, donc ça ratisse quand même beaucoup moins large que ce que l'on peut voir habituellement sur YouTube. Donc je trouve ça plutôt satisfaisant d'avoir atteint ce nombre de personnes qui me suivent. Et on reparlera de YouTube un petit peu après, parce que je pense qu'il y a peut-être des questions que vous posez. En tout cas, on m'en a posé, donc je vais essayer d'y répondre pendant cette session. On y reviendra après pour YouTube. Déjà, je vais regarder déjà ce qui s'échange dans le chat. Alors, je remonte. Il y a Sylvain qui me demande quelle est la fréquence d'arrosage des plantes derrière moi. Effectivement, il n'y a pas de fréquence d'arrosage puisque c'est un fond vert, évidemment, mais ça, vous le saviez déjà. Donc, je suis dans un petit bureau. D'ailleurs, je vais vous montrer mon setup assez rapidement. J'ai pris quelques photos pour pouvoir vous montrer. Mon setup, notamment depuis que j'ai déménagé dans ma maison. Donc, je vous partage ça à l'écran. On va mettre ça ici, comme ça. Voilà. Donc, voilà mon setup. C'est la photo que j'ai prise tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai un petit bureau, mais parce que j'aime bien travailler sur un petit bureau. J'aime pas les trucs immenses. Et donc, j'ai sur le côté, j'ai mes deux softbox. J'ai mes deux parapluies qui me permettent d'avoir une lumière diffuse. J'ai une ring light qui est face à moi, donc qui permet de déboucher un petit peu certaines ombres. Et puis, j'ai ce fameux micro que j'ai juste devant moi, donc que j'ai changé il n'y a pas longtemps. Là, c'est un Rode PodMic, qui est un micro d'excellente qualité et qui est relié à une carte son externe qui est une Behringer UMC 204 HD, 192 kHz, donc c'est plutôt une bonne carte son. Donc j'ai mon laptop, j'ai un écran, clavier souris, de quoi travailler, je dirais, et le Stream Deck et une Streamcam, donc avec une caméra Logitech qui est vraiment d'excellente qualité, je trouve, qui fait vraiment, qui donne une bonne image. Et je vais vous montrer ça aussi. La suite, c'est que derrière mon fond vert, j'ai aussi un studio enregistrement photo vidéo parce que je suis photographe depuis assez longtemps maintenant et j'ai beaucoup de matériel, et quand j'ai besoin de faire de la captation, soit de petites vidéos, soit de choses comme ça, et dans l'idée aussi, j'avais envie de faire des vidéos plus YouTube-esques, c'est-à-dire des vidéos plus, pas en mode live, mais plutôt en mode offline, c'est-à-dire préparer, monter, etc. Tout est installé derrière. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps ni eu l'envie suffisamment poussée
pour le faire parce que ça demande aussi pas mal de travail. Et après, je vais vous expliquer un petit peu comment j'organise la préparation de ces lives parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, voici donc le mini studio derrière. Donc, c'est dans mon bureau. Hein, donc, c'est une pièce qui est dédiée à mon travail et puis à toute la partie un petit peu, je dirais, multimédia, photo, vidéo. Donc, j'ai pas mal de matos derrière moi. Voilà. Et me voici face à vous. Voilà un petit peu pour la partie hardware, je dirais, setup. Donc, David ST, bienvenue à toi. Je vois Ribose qui est arrivé. Salut Ribose, bienvenue. Et donc, oui, pour la préparation des lives, on m'avait posé la question, mais comment tu t'organises pour préparer tes lives, etc. Alors, ça demande pas mal de travail et ceux qui me suivent notamment sur les réseaux sociaux, vous voyez que je poste quotidiennement de la veille tech, mais je poste aussi tous les jours à 12h15 la petite info du jour, qui est plutôt une news de culture générale la plupart du temps. Et puis j'ai la préparation aussi de ce live normalement tous les lundis, donc ça demande tout ça pas mal de travail. Donc je fais pas ça en mode YOLO. J'ai un rythme de travail, un workflow de travail qui est quand même assez bien rodé et très organisé. Notamment pour les petites infos du jour que je poste chaque jour à 12h15. Par exemple, je vais prendre une heure le samedi ou le dimanche et je vais préparer toutes ces petites news, je vais les identifier et je vais les préparer et les programmer pour être postées chaque jour à 12h15. Donc ça, c'est déjà une anticipation sur une semaine. Et lorsque je pars en vacances, que ce soit une semaine ou 2 semaines, ou 3 semaines, je vais les préparer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois 4 semaines à l'avance. Comme ça va me permettre de pouvoir partir au fin de nulle part, quasiment sans réseau, et que mes news continuent à se poster. Et je fais presque la même chose pour les news tech, sauf que les news tech, je prévois moins à l'avance. Il y a des news que je garde sous le coude et dont je sais que je vais les poster à un moment donné parce que c'est pas de l'actualité chaude, je dirais. C'est plutôt de l'actualité froide. Et par contre, il y a d'autres sujets que je vais poster quotidiennement. Et souvent, les news tech, je les prépare, donc je les poste le matin entre 8 et 9 heures. Et je les prépare souvent 24 heures ou 48 heures à l'avance pour pouvoir donc les poster. Donc ça, vous voyez, c'est déjà une organisation quotidienne. À ceci va se rajouter la préparation des lives qui me demande quand même beaucoup plus de travail. Donc préparer un live, quel que soit le sujet, alors que ce soit un sujet purement tech ou un sujet plus quand je vais parler par exemple d'une personne, de Ken Dobson ou ce genre de choses, etc. Je ne vais pas me donner exactement le même niveau de travail, enfin ça ne va pas donner le même type de travail et le même niveau de besoin de préparer. En revanche, j'y passe quand même beaucoup de temps. Il y a déjà, la première chose que je fais, c'est que normalement, je me donne pour objectif, pour arriver le mercredi ou le jeudi, d'avoir déjà un sujet ou 2 sujets en tête que je souhaiterais aborder le lundi suivant. Donc ça, j'ai ma tête là qui tourne toute la semaine en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais aborder comme sujet si je prépare ce sujet-là, qu'est-ce que ça va impliquer dans ma préparation? Est-ce que je vais devoir, par exemple, écrire du code? Est-ce que c'est un sujet que je maîtrise bien et je peux en parler quasiment tout de suite le lundi suivant? Ou je le maîtrise moins bien, auquel cas, je le mets de côté, mais il faut que j'aille chercher un peu plus d'assets, un peu plus d'informations pour pouvoir le préparer pour une semaine ultérieure, etc., etc. Donc normalement, lorsque j'arrive le vendredi soir, normalement, j'ai identifié un sujet. Ce qui fait que le samedi, donc une fois que j'ai fini les tâches ménagères un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le ménage, les courses, les choses dont on a envie de se débarrasser très rapidement, eh bien, souvent le samedi, dans l'après-midi, je vais me prendre un petit peu de temps pour commencer à glaner les liens dont j'ai besoin, les assets dont j'ai besoin. Et il y a 2 choses. Donc, soit c'est un live sur lequel je vais parler d'un sujet particulier. Donc, je vais aller, par exemple, chercher les liens sur Wikipédia, sur les différents blogs que j'ai, etc. Et donc, commencer à créer un dossier dans mon navigateur dans lequel je vais aller recentraliser tous les liens que je vais récupérer sur le sujet. Et une fois que j'ai tous ces liens, je vais commencer à organiser donc dans un fichier, dans un petit fichier texte. C'est un fichier que je maintiens dans un répertoire. Je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite. J'ai un répertoire. Hop, on va partager l'écran. Voilà, donc dans mon dossier, j'ai un dossier live quelque part sur ma machine qui est un dossier de travail dans lequel j'ai un fichier
Voilà, un fichier texte sur lequel je vais préparer déjà un petit peu la punchline du live. Je vais commencer à écrire le titre. Je vais écrire un petit peu donc la description du live, de quoi je vais parler. Je vais préparer aussi les liens lorsque je vais poster sur YouTube et un petit peu la trame de ce que je mets et dans le billet de blog et sur le replay sur YouTube. Ensuite, éventuellement, si j'ai une trame, si j'ai besoin d'un aide-mémoire, soit je complète ce fichier plutôt à la fin, soit je crée un autre fichier à côté dans lequel je vais un petit peu, je vais pas scripter, mais je vais me mettre plutôt en aide-mémoire ce dont j'ai besoin pour vous parler du sujet que je vais évoquer. Et donc le samedi et le dimanche, je vais aussi commencer à préparer le travail. La chose qui me demande parfois le plus de travail, c'est de travailler sur la miniature. Alors le travail de la miniature, notamment, c'est super important sur YouTube parce que très clairement et très concrètement, je vais vous dire que ce qui fait qu'une vidéo est vue, vous avez deux choses. Vous avez le titre et vous avez la miniature. Si vous ne travaillez pas bien le titre et la miniature, vous pouvez être sûr que votre vidéo sera quasiment invisible sur YouTube. Alors, moi, je prétends pas que j'ai des millions de vues sur mes vidéos, mais je me suis rendu compte, dès lors où j'ai commencé à comprendre ça et que j'ai commencé à faire ce travail, j'ai multiplié le nombre de vues. D'une part, on ne fait pas de la course à la vue en tant que telle, hein, mais c'est quand même important que lorsqu'on fait beaucoup de travail comme ça, que ce ne soit pas du travail perdu, et on a envie que les gens voient nos vidéos ou viennent nous découvrir et puis d'agrandir un petit peu la communauté. Donc, je vais aller travailler sur la miniature, et pour ça, donc j'ai un dossier Twitch ici dans mon Home Directory qui est très organisé avec tous mes assets, j'ai des animations, j'ai mes fonds, tout ça, etc. Et dans mes images, j'ai un dossier miniature sur lequel je vais travailler toutes mes miniatures sous GIMP. Alors, je vais vous montrer par exemple celle d'aujourd'hui. Voilà, c'est en train de se lancer tranquillement. Voilà. Et donc, sous GIMP, je vais commencer à travailler la miniature. Alors, pour faire la miniature, je vais utiliser soit des assets qui vont traiter du sujet du jour, soit je vais utiliser mon portrait, soit je me prends en photo, soit je demande un générateur IA, voilà, tout simplement, de me générer une pause avec ma trombine. Donc parfois, là présentement, c'est une pause qui est générée avec ChatGPT, mais parfois je me prends sur mon fond vert et je vais utiliser un certain nombre d'outils pour pouvoir me détourer, etc. Et vous voyez là sur la partie droite, hein, il y a tous mes calques. Donc je récupère à chaque fois à peu près la même trame de mon fichier GIMP que je duplique à chaque live, et en général je fais 2 miniatures. Je prépare 2 miniatures pour pouvoir faire de l'A/B testing. Et je vais faire un petit peu de compositing comme ça. Je vais prendre des assets, je vais prendre soit mon portrait, soit me faire générer un portrait, une pose, etc., etc. Puis je vais essayer de trouver une idée pour mettre ça un petit peu en forme. Et je vais faire le compositing directement sous GIMP. Et comme outil, ce que j'utilise pas mal d'outils qui sont assez intéressants. Je vais vous en montrer un que j'utilise, mais vraiment systématiquement. Le temps qu'il se lance, s'il y arrive, ça y est, le voilà. C'est Upscale. Upscale qui est un super outil pour suréchantillonner les images. Et donc ça permet donc d'agrandir les images avec un modèle d'IA, parce que parfois je récupère des images qui ne sont pas dans une bonne résolution, etc. Donc avec Upscale, c'est un outil que vous connaissez sans doute, hein, ça permet de pouvoir de sélectionner un modèle de suréchantillonnage et donc de suréchantillonner une image pour pouvoir l'agrandir. Ça a l'avantage aussi de retirer certains petits artefacts, certains petits défauts, donc avoir une tendance légère un peu à lisser certaines images, donc supprimer un petit peu le bruit qu'on pourrait avoir dedans. Et Sylvain me dit, Monsieur Poncet est coquet, il enlève ses lunettes pour les vignettes YouTube. Oui, c'est vrai que sur mes vignettes, j'ai pas les lunettes. Et maintenant, vous l'aurez remarqué, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant, avant, j'avais pas mes lunettes et maintenant je les mets tout le temps parce que, comme beaucoup de gens qui se rapprochent de 50 ans ou qui ont passé 50 ans comme moi, j'ai la maladie des bras qui s'allongent. Et oui. Malheureusement, je dois l'avouer, mon acuité visuelle diminue à vitesse grand V. Voilà, je n'en ai pas honte, mais c'est pas toujours facile. Donc, comme je le disais, j'utilise Upscale. Upscale qui est donc un super outil pour suréchantillonner. Et j'utilise un autre outil. Je vais revenir dans mon Home et vous montrer ça.
Si je reviens dans mon dossier images, par exemple, là, par exemple, j'ai généré une image de moi et j'ai demandé donc au modèle d'IA de me générer cette image dans une pose, etc., sur un fond vert sombre uni. Et ensuite, pour détourer l'image, il y a deux solutions. Soit je vais détourer dans GIMP, soit il y a un super outil que j'utilise, qui est écrit en Python, qui s'appelle Background Remover. Donc j'ai automatisé tout ça, j'ai un script qui me permet de... Hop, donc il est installé dans un virtual env. Et donc je vais utiliser Background Remover et je vais lui donner l'image que je veux, dont je veux supprimer. Voilà, hop, toc. Donc je veux supprimer le fond. Je lance ça, et puis bah, le modèle va tourner pour pouvoir supprimer l'arrière-plan, et je vais me retrouver donc avec un arrière-plan. Je ne sais pas si j'ai sélectionné la bonne image, mais peu importe. Et donc ça va me supprimer l'arrière-plan. Je vais me retrouver. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas lancé avec le bon flag. Voilà, ça va mieux marcher comme ça. Voilà, voilà, voilà. Attention. Attention, le suspense est insoutenable. Voilà. Il finit de me générer l'image. J'espère que ça fait pas trop laguer ma connexion, ou en tout cas mon stream. Vous me direz, voilà, donc il m'a généré l'image, et ah bah oui, bah forcément, j'ai pas pris la bonne image, donc c'était pas un portrait que j'ai pris. Mais en tout cas, je peux me retrouver avec, lorsque j'ai passé Background Remover, voilà, avec ce genre de choses qui est complètement détouré. Donc ça me fait gagner un temps considérable. Parce que vous-même, vous savez, chaque fois qu'il faut détourer des personnes sur un fond, etc., etc., on y passe toujours assez rapidement du temps, même si les outils sont quand même assez puissants, hein, y compris sous GIMP. Background Remover est quand même plutôt pas mal comme outil pour faire ça. Donc voilà, donc je vais faire tout ça, puis je vais assembler mes images, je vais faire mon compositing et générer en général mes deux miniatures, celles qui me serviront à mettre sur YouTube plus tard. Voilà. Je remonte un petit peu vos commentaires, blablabla, je vois que ça troll un petit peu. Manon qui me troll, c'est un Yaf Cuisine, il a besoin d'assiettes. Ouais, bien sûr. Donc, ceci étant fait, une fois que j'ai mes liens, que j'ai généré mes miniatures, etc., sachez que je n'écris rien, c'est-à-dire je ne scripte rien. Éventuellement, comme je le disais, j'ai un fichier texte avec mes pense-bêtes sur lesquelles, par exemple, s'il y a une date à retenir ou s'il y a un truc que je veux retenir absolument parce que j'ai une toute petite mémoire, sachez-le, je vais le mettre un petit peu dans mon pense-bête et je vais l'avoir face à mon OBS Studio, en overlay sur mon OBS Studio. Comme ça, je vais l'avoir toujours dans le coin de l'œil si jamais j'ai besoin de ce petit pense-bête, parce que des fois, j'oublie des choses, ça arrive. L'autre cas, c'est quand je fais un live pour faire du code. Là, il faut créer du code. Alors, soit c'est du code que j'ai déjà créé, mais c'est quand même rarement le cas. Typiquement, des lives comme pour, par exemple, celui que j'avais fait pour réécrire Malloc et Free, ou faire le portage du code de Doom original, ou ce genre de choses, je dois écrire du code. Donc à ce moment-là, le plus souvent, je me dis, est-ce qu'il est possible entre mon samedi et mon dimanche, de prendre suffisamment de temps pour écrire le code dont j'ai besoin. La plupart du temps, les sujets que je vais choisir, je sais que c'est atteignable. Si c'est pas atteignable, à ce moment-là, je prépare l'écriture du code, mais je postpone ce live à beaucoup plus tard, parce que parfois ça demande un petit peu de travail d'écrire du code. Il y a une chose que j'ai remarqué sur les différents sujets que j'aborde la plupart du temps, parce qu'on m'a parfois posé la question, mais pourquoi tu fais pas plus de live avec du code ou ce genre de choses? C'est que si on fait des lives, des vidéos où on va parler que de code, on va aller s'adresser à une catégorie précise de population, on va ratisser moins large et ça va devenir une chaîne peut-être un petit peu trop spécifique à un sujet. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les lives ou les vidéos que je poste sur YouTube qui parlent de code sont celles qui font le moins de vues. Alors que moi, j'adore coder. Donc, je ne vais pas dire que ça me désespère, mais j'ai l'impression que la plupart des spectateurs, des spectatrices sont moins en attente de vidéos qui vont parler de code et de montrer comment on va coder ceci, cela. Typiquement, j'avais fait un live sur lequel je montrais comment réécrire un moteur d'expression régulière, par exemple.
Il y en avait un autre sur lequel j'avais montré donc comment porter le code de Doom. Il y en a un autre, j'avais montré comment écrire un interpréteur brainfuck, etc., etc. Mais en fait, toutes ces vidéos, quand je regarde les statistiques de lecture, que ce soit sur Twitch ou que ce soit surtout sur YouTube, puisque là sur YouTube, elle reste très longtemps, eh ben, ce sont les vidéos qui performent le moins. A contrario, il y a des vidéos, des sujets qui performent plutôt pas mal. Des sujets qui performent pas mal, comme par exemple lorsque je vais parler de personnalités du monde de la tech, ça peut être Thomson, Ritchie, ça peut être Donald Knuth, etc., etc. Ou il y a d'autres sujets qui performent, je dirais, plutôt bien, qui sont des sujets, je dirais, plus généraux, les sujets où je vais parler d'architecture. La série que j'avais fait en fin d'année dernière, donc à partir de septembre 2025, quand j'avais fait une série sur les microprocesseurs et les architectures microprocesseurs, ce sont des sujets qui ont plutôt pas mal marché, je dirais, alors qu'ils me semblent être plus techniques que le code lui-même. Donc après, on n'adresse pas tout à fait la même catégorie de population et on ne cherche pas à utiliser cette connaissance partagée, je dirais, de la même manière. C'est-à-dire que les gens vont plus s'intéresser à savoir comment fonctionnent les microprocesseurs, par exemple les microprocesseurs d'antan, le Z80, le 6502, etc., etc. Leur histoire, parce qu'il y a toute une partie historique et toute une partie sur laquelle les gens ont envie de comprendre à peu près comment ça fonctionne, mais c'est pas un savoir qu'ils vont pouvoir appliquer quotidiennement. Le code, je pense, c'est un petit peu différent. Alors, il y a Je suis 34 qui me dit, je pense que c'est le problème. Son langage me semble de moins en moins utilisé. Alors, je fais de temps à autre du C, des fois du C++, mais j'avais fait aussi des lives, tu vois, sur le Rust, sur le Go, sur le langage V. Alors, la vidéo sur le langage V avait plutôt bien marché. Elle avait fait une bonne performance. J'avais fait des vidéos, donc Rust versus Go, par exemple, etc. Mais de façon générale, ces vidéos, dès que je parle de code, je sens, mais je le sens vraiment distinctement sur YouTube, je vois une baisse de fréquentation des vidéos. Alors, peut-être aussi parce qu'elles sont moins poussées en avant par l'algorithme de la plateforme, mais aussi parce que, et je suis pas le seul à le penser, parce qu'entre vidéastes et différentes personnes qui postons sur ces réseaux-là, la plupart des gens qui font du code en live ou qui font des vidéos de code me disent aussi qu'ils ont moins de performance sur ces vidéos. Donc c'est un truc à savoir. Après, il y a des chaînes où les gens font du code en permanence et ils ne font que ça, et des chaînes qui marchent très bien. Après, ça tient aussi au sujet que les gens font, à la personnalité aussi du streamer ou de la streameuse, etc., etc. Donc, bon, en tout cas, ce que je constate, c'est que ces vidéos-là fonctionnent moins bien. Et parlant donc de statistiques, puisque je vous en parlais à l'instant, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc, si je regarde un petit peu le dashboard Hop, je vais faire ignorer ici. Si je regarde le dashboard de YouTube Studio de ma chaîne, donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on fait un dashboard de ce type de plateforme. Donc, on a la dernière vidéo qui a été publiée ici, son classement par vue par rapport aux 10 dernières publications, donc comment elle se positionne par rapport au nombre de vues qu'elle a généré dans le même espace de temps, etc. Le taux de clic. Là, je vois qu'il y a un taux de clic sur la dernière vidéo qui était de 3,7%, qui est plutôt pas bon. En général, c'est plutôt un bon taux de clic, c'est plutôt entre 5 et 7%, je dirais. Si c'est 10, c'est quand même mieux. La durée moyenne d'une vue, etc. Et donc sur la partie de mes contenus, je vais vous afficher ça. Donc si je vais sur l'ensemble de mes contenus, j'en ai affiché 50. Là, je suis à la fin. Voilà. Donc, les premières vidéos que j'ai postées de la chaîne, donc c'était 14 février 2022, et vous voyez que le nombre de vues depuis ces 4 ans et demi écoulés, c'est 73, ensuite 74, ensuite 50, 37, etc. Et la chaîne a plutôt, je ne vais pas dire végété, mais elle avait du mal à grossir. Et ce que vous pouvez constater et observer, c'est qu'à chaque fois, il n'y avait pas vraiment de miniature. C'était la miniature qui était générée. C'était la miniature par défaut de YouTube. C'est-à-dire que YouTube va prendre une image random, plus ou moins représentative dans la vidéo et la proposer en tant que miniature de la vidéo. Et ça performe pas du tout. Et notamment, en fait, les premiers titres aussi que je mettais, je disais c'est l'apérothèque du, et je mettais la date, etc. Effectivement, ça n'encourage pas les gens à venir voir le contenu, malgré le fait qu'en plus, au début,
ma ligne éditoriale était un peu différente parce que je parlais beaucoup d'actualité, donc j'abordais énormément d'actualité dans la vidéo, mais ce qui m'empêchait aussi d'aller traiter en profondeur un sujet. Et après, j'ai commencé à permuter, à commencer à parler un peu d'actualité et d'avoir une seconde partie sur un sujet en profondeur. Et après, j'ai totalement permuté où maintenant, je traite un sujet uniquement en profondeur du début à la fin. Donc, sur à peu près une quarantaine de minutes, 40, 50 minutes en moyenne, parfois un peu plus, ça arrive. Donc ça, j'ai continué comme ça jusqu'au jour où j'ai fait une vidéo qui s'appelle «On compile notre kernel Linux et on débootstrap notre distribution et on débootstrap notre noyau avec QEMU». Et ben cette vidéo, rien qu'en... Là, ça a l'air de rien, j'ai mis une miniature mais qui ressemble à rien, hein. C'était même pas une image prise random par YouTube, c'est moi qui l'ai mise. Rien qu'en changeant le titre, en faisant un titre vraiment particulier, un peu plus travaillé et une miniature, tout de suite, cette vidéo a fait plus de 1000 vues, c'est-à-dire 10 fois plus que mes vidéos faisaient d'habitude. Donc je me suis dit, ah ouais, effectivement, là, il y a quelque chose, ça change quelque chose. Bienvenue, docteur JVTech, bienvenue à toi sur ma chaîne en live pour une fois. Docteur JVTech qui a une chaîne qui parle de jeux vidéo, je le dis au passage, allez le voir. Il parle, c'est un développeur dans le domaine du jeu vidéo, donc il parle beaucoup de jeux vidéo, il montre un petit peu aussi comment développer des choses, et puis il travaille sur un projet actuellement sur la PlayStation 1 pour pouvoir rendre un petit peu, pouvoir se promener de façon un peu virtuelle dans les mondes des jeux qui sont générés en PlayStation 1. Enfin, j'explique mal, mais allez voir sa chaîne, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Et salut Fabien, Mister Treilly, au passage. Et donc je disais, dès que j'ai commencé à faire ce travail, je me suis dit, on va continuer un petit peu sur cette lancée. Et j'ai commencé, j'ai tâtonné. Et la vraie vidéo qui a commencé vraiment à fonctionner, c'est là où j'ai commencé vraiment à faire une vraie miniature. C'est celle-ci qui parlait du C++ dans noyau Linux, Torvald en PLS. Alors, vous pouvez observer deux choses. Sur cette vidéo. C'est que déjà, la miniature, je vais vous l'afficher un peu plus en grand, comme ça vous verrez. Elle a un titre putaclic et elle a une miniature putaclic. Ça a l'air de rien. Mais aujourd'hui, c'est ce qui marche sur les plateformes type YouTube, et pas que YouTube, mais type YouTube notamment, c'est ça qui apporte quand même pas mal de visibilité. Alors là, ça a repris la fameuse vidéo de Torvald qui fait un doigt d'honneur à Nvidia, et je parlais de l'implémentation, donc l'usage du C++ dans le Linux, parce que c'est un sujet qui est revenu assez souvent. Il y avait eu déjà une première tentative qui avait été échouée il y a de nombreuses années. Et là, c'était un sujet d'actualité où on remettait ça un petit peu sur le tapis. Et le fait est, c'est que cette vidéo a fait vraiment un nombre de vues assez important. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à permuter un petit peu ma ligne éditoriale et la façon de présenter les choses. Donc là, aujourd'hui, cette vidéo comptabilise 10 000 vues, ce qui est plutôt pas mal, mais qui est encore loin derrière celle qui m'a fait le plus de vues. Il y a la vidéo vraiment phare de ma chaîne aujourd'hui, et vous la connaissez, c'est celle sur Another World, où je décryptais un petit peu le fonctionnement de la machine virtuelle du jeu Another World, et d'ailleurs dont j'en ai fait un talk que je donne là depuis quelques mois. Et donc cette vidéo a fait plus de 30 000 vues, voilà, 34 000 de mémoire. On va voir ça sur les stats. Elle a fait 30 641 vues, voilà. Donc c'est plutôt une bonne perf. Et je vais parler d'un sujet entre guillemets tabou, puisque moi, les gens n'aiment pas beaucoup parler d'argent. Et un jour, on m'a dit, t'as monétisé ta chaîne, il y a des pubs, tout ça, etc. Ouais, alors oui, parce qu'à un moment donné, je m'étais posé la question, c'était en 2023. Oui, c'est ça, en 2023. Je m'étais dit, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas beaucoup de vues sur ma chaîne, etc. Et est-ce que la monétisation change quelque chose à la visibilité de la chaîne? Donc, du coup, j'ai activé la monétisation. J'avais dépassé les 1000 abonnés. Donc ça, c'est ce qui vous permet de pouvoir activer la monétisation sur ce type de chaîne. Et je me suis dit, on va tester la monétisation et on va voir si ça change la visibilité de la chaîne et du contenu, si la chaîne est monétisée. Et bien, spoiler alert, pas du tout. Vous pouvez activer la monétisation, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, vraiment, ce qui compte, et ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est essentiellement le contenu qui va principalement en tirer le chaland. Alors, je vais mitiger ça par le fait que, n'oubliez pas, c'est que
si votre chaîne est monétisée, c'est pas ça qui va vraiment changer la visibilité. C'est vraiment, encore une fois, le fait d'avoir une miniature qui percute et un titre qui percute. Le putaclic, ça marche souvent, voilà. Pas toujours, et j'essaye de pas trop tomber dans le titre putaclic. J'essaye de tomber sur le fait que il y ait une miniature qui attire le regard et avec un titre qui attire sans trop rentrer, sans faire de titre putaclic qui serait surtout mensonger. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui fonctionnent comme ça et je trouve ça plutôt déplaisant. Voilà, et j'essaye de pas tomber là-dedans. Et donc cette chaîne, puisqu'on va parler de monétisation, combien m'a rapporté cette vidéo? Et je vais vous l'afficher là, ici. D'ailleurs, je ne sais pas si je le vois. Je ne sais même pas si je le vois ici. Je dois le voir sur l'application. Alors, je trouve que l'application est mieux faite que le site web de YouTube. Et sur cette vidéo, principalement, je vais vous dire combien elle m'a rapporté. Je regarde ça ici. Je vous demande juste 2 petites secondes, le temps que ça charge. Alors, Another World, où est-ce qu'elle est? Hop, c'est par là. Ça met du temps à charger. Alors, Another World, la voilà. Donc, cette vidéo m'a rapporté précisément 94 €. Voilà. Elle m'a apporté 94 €. Voilà. Je vous le mets ici. Ça, vous pouvez voir. Voilà. Donc, cette monétisation, donc c'est plutôt intéressant, je dirais, parce que on passe quand même pas mal de temps à préparer les contenus, parfois même à acheter du matériel pour faire certaines vidéos, ça m'est déjà arrivé, et puis même ne serait-ce que d'avoir un bon micro, une bonne caméra, etc. Bah, cette monétisation, c'est quand même pas inintéressant pour pouvoir un petit peu sponsoriser l'achat de matériel et faire vivre un petit peu la chaîne, même si c'est pas l'objectif principal, évidemment. Par contre, de là à vivre réellement de ce genre d'activité, pour être très honnête, il faut avoir 1 million d'abonnés et faire des vidéos qui tirent à 1 million, à 500 000 vues ou 1 million de vues systématiquement pour espérer tirer plus ou moins un SMIC. Voilà. Donc, vivre de ça, c'est d'une part très difficile, et d'autre part, c'est pas mon objectif du tout, voilà. Mais c'est pour ça que, en fait, je me suis rendu compte, donc à force d'être un petit peu dans ce domaine, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des vidéos sponsorisées. Alors, vous savez, les fameuses vidéos sponsorisées par NordVPN ou ce genre de choses, etc. Bah, il m'est arrivé des fois d'avoir été approché par quelques entreprises, alors pas NordVPN ou les autres assimilés, mais d'autres boîtes que je ne citerai pas ici parce que je ne veux pas faire de pub gratuitement non plus, pour savoir si je voulais pas mettre en avant leurs produits en échange d'une rémunération. Alors les rémunérations, hein, c'est pas non plus Byzance, hein. Surtout sur une petite chaîne comme ça va être des rémunérations de quelques centaines d'euros, mais rarement plus. Sur des très grosses chaînes, évidemment, les contrats sont tout à fait différents. Et aujourd'hui, je ne me suis pas encore résolu à mettre des encarts sponsorisés de pub dans mes vidéos, même si on m'a déjà proposé de façon anecdotique, ponctuelle. Mais voilà. Mais on peut comprendre pourquoi maintenant chaque chaîne produit aujourd'hui des vidéos avec du contenu sponsorisé, type les fameuses vidéos, les fameux NordVPN qu'on voit partout et autres, parce qu'il n'y a pas que, hein, il y en a plein d'autres. Qu'on revoit. Alors, il y a NordVPN, Displate, les trucs pour les coques de téléphone. Enfin bref, vous les connaissez. Les boissons lyophilisées. Merci, Mister Chavenet. Les boissons lyophilisées qu'on voit à peu près sur toutes les chaînes. Mais évidemment, en fait, là, c'est intéressant ce que tu dis. Je suis 34 qui dit, pour moi, sponsoring égale décrédibilisation de la chaîne, surtout que lorsqu'on vante NordVPN. Alors, je vais être juste un peu plus mesuré par rapport à ça. Je ne pense pas que la sponsorisation décrédibilise la chaîne en tant que telle. Sauf, par exemple, typiquement, si je devais vendre mon âme, on va le dire comme ça, ou si je devais accepter une rémunération, par exemple, pour promouvoir du NordVPN ou ce genre de service, jamais vous ne m'entendriez dire que grâce à NordVPN, vous êtes anonyme sur le net. Parce que vous et moi, qui me suivez, vous toutes et tous qui êtes dans le chat, vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Le VPN va juste vous permettre
éventuellement d'éviter une restriction géographique. Mais les gens qui me font doucement rigoler, qui me disent je suis anonyme sur le net parce que j'ai mis NordVPN ou peu importe quel VPN derrière, qui me disent ça y est, je suis anonyme, alors qu'ils utilisent leur navigateur habituel avec toutes leurs sessions habituelles ouvertes, les cookies qui les traquent de partout, etc. Bah, excusez-moi, mais on ne peut pas dire qu'avec ce genre de service, vous êtes anonyme. Et c'est ça parfois qui manque dans ce genre de pub de sponsoring. Mais c'est un jeu aussi, hein, parce que évidemment, si les vidéastes ne font pas bien la promotion de leurs produits, bah, les fois suivantes, ils les ont plus. Et c'est quand même une source de revenus importante pour les chaînes qui en vivent. Donc évidemment, c'est difficile. Et donc je comprends ce que tu dis, je suis dans le cas de dire que bah, c'est un peu vendre son âme au diable ou de se décrédibiliser, évidemment. Et moi, je suis pas prêt à raconter de la merde pour avoir de l'argent qui vient d'un espace publicitaire parce que j'ai besoin d'être encore crédible auprès des gens qui me suivent. Voilà, sous réserve que je sois crédible auprès de vous, mais j'ai besoin d'avoir un minimum de crédibilité et je sais très bien que c'est quelque chose qui passerait très très mal. Et le fait est, c'est que comme certaines chaînes, si vous suivez par exemple Deus Ex Silicium, typiquement, Deus Ex Silicium, lui, n'a pas de sponsoring, il fait aucun sponsoring sur sa chaîne, et il l'a dit, hein, il a dit pourquoi il le faisait. Il veut continuer à proposer du contenu gratuitement, il le fait pas sur sa chaîne pour en vivre, et ça lui permet aussi de rester quelque part libre par rapport à ce qu'il va dire, et s'il veut promouvoir quelque chose, il en fera la promotion, et s'il veut pas, il le fera pas. Voilà. Et moi, j'ai envie de garder un petit peu aussi cette liberté de ton que je peux avoir pour parler de produits. Et parfois, il m'arrive de vous parler de produits commerciaux. Ça avait été le cas à un moment donné pour le fournisseur d'IAS, c'était Nuage. Il y avait BenQ aussi qui m'avait contacté, qui m'avait envoyé du matériel, notamment vous savez, les lumières qu'on met au-dessus des écrans. Et j'en avais fait, pas la promotion, mais j'en avais parlé parce que je trouvais que le matériel était très très bien. Et d'ailleurs, je les utilise, hein, j'en ai eu une au-dessus de ce PC et une au-dessus du PC à côté. Donc qui m'ont été offertes par BenQ. Il y a Logitech, voilà, mes amis de Logitech qui m'avaient envoyé donc mon clavier, un pack clavier souris avec souris de voyage, tout ça, etc. Et c'est du très très bon matériel. Et donc, et ils ne m'avaient pas forcément demandé une contrepartie, c'était juste que voilà, j'ai été identifié comme étant quelqu'un un peu de suivi. Et donc, j'en parle parce que je trouve que c'est du bon matériel. Et pour la petite histoire, l'an dernier, BenQ m'avait recontacté pour la mise à jour de leur lumière là, qu'on met au-dessus des écrans. Ils m'en ont envoyé une que j'ai envoyée. Je leur ai dit que je ne souhaitais pas du tout en parler parce que je n'étais pas du tout convaincu que cette évolution était bien, parce que je trouvais le produit mal fini, mal gaulé et que je n'allais pas en faire la promotion. Donc, je leur ai renvoyé le produit. Et comme ça, on est restés bons amis et fin de l'histoire. Donc voilà. Et puis après, de temps en temps, ça va être par exemple Site Studio qui va m'envoyer ce genre de petit matériel. Et j'en parle, non pas. Et je suis toujours très clair avec vous, hein, je ne suis pas payé pour en parler, ils m'envoient du matériel, si ça me plaît, j'en parle et j'en dis du bien, et si ça ne me plaît pas et que je trouve que c'est pas terrible, bah, je le dirai aussi. Voilà, il n'y a pas de contrat en tant que tel entre eux et moi, et je trouve que c'est bien comme ça, de temps en temps, que certains opérateurs commerciaux peuvent me proposer d'envoyer du matériel, et ma condition sine qua non, c'est de pouvoir en parler de façon tout à fait libre, sans entrave. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on est effectivement une chaîne avec du contenu sponsorisé par les boissons lyophilisées, les différents VPN, tout ça, etc. Parce que pour eux, c'est une source de revenus conséquente pour des chaînes qui en vivent. Et moi, je ne souhaite pas en vivre, donc je garde un petit peu encore cette liberté, comme d'autres chaînes, hein, comme Dex Silicium par exemple, qui gardent cette liberté. Donc, comme dit Anne Vu, hein, c'est du luxe de se passer du sponsoring. Oui, c'est du luxe parce que moi, je fais ça, c'est une activité que je vais qualifier d'extrascolaire. Voilà, comme par exemple enseigner en école d'ingénieur, je n'enseigne pas parce que ça me ramène de l'argent et que j'ai besoin d'argent, je le fais parce que, bon, on me paye pour ça, hein, je vais pas vous mentir, mais je le fais parce que ça me plaît de le faire. Et cette chaîne aujourd'hui, comme pour aller donner des confs un peu partout en France, c'est des choses qui me plaisent, mais dont je sais qu'elles ne me permettront pas d'en vivre. Donc je vais continuer à avoir une activité professionnelle à côté, et ces activités, je vais les garder comme étant des activités extrascolaires. Et je rebondis sur la petite parenthèse, je vais faire une petite parenthèse sur, notamment sur les conférences, parce que j'en parlais juste à l'instant.
Euh, à l'instant, je parlais des conférences où je disais, bah voilà, j'essaye de rester libre, tout ça, etc., etc. Et en fait, sachez que moi, ce sont pas les entreprises qui m'ont employé ces dernières années ou l'entreprise qui m'emploie actuellement qui me permettent de partir en conférence pour aller donner tel ou tel sujet. En fait, je m'autofinance sur l'ensemble des conférences que je vais donner partout en France. Donc, je donne entre 7 et 10 conférences par an, plus ou moins. Ça va dépendre de où je suis retenu, si mon sujet percute. Il y a des conférences pour lesquelles j'ai envie d'aller, d'autres où j'ai pas forcément envie de postuler, ou je ne peux pas postuler parce que c'est pas la bonne période à laquelle ça arrive. Mais en tout cas, je m'autofinance sur les conférences, ce qui veut dire que lorsque je donne un sujet de conférence, je suis tout à fait libre du sujet que je vais donner. C'est d'ailleurs pour ça que je donne des sujets toujours un petit peu à part. Je vais parler de comment créer une machine virtuelle avec compilation JIT, je vais parler d'Another World, je vais parler de comment écrire un émulateur, j'ai parlé de plein de sujets, de la GC typiquement, ou avec Fabien ici présent, on avait parlé de la représentation des nombres en informatique. C'est tous ces sujets, je les donne. J'ai un choix qui m'est propre des sujets de conf que je donne parce que ce ne sont pas mes employeurs qui m'envoient en conf et donc j'ai pas de contrepartie à avoir avec eux. La contrepartie de ça, c'est que c'est un budget. Voilà. Alors, j'ai pas d'abonnement Netflix, j'ai pas d'abonnement à la salle de sport, j'ai pas de passion qui justifie des dépenses particulières à part. Et en fait, ce que je dépense, ce que je dépense pour moi, en fait, les choses qui me font plaisir, c'est de me payer un billet de train et de nuit d'hôtel pour aller dans une conférence et aller parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et donc voilà, ça c'est là-dedans que je dépense entre guillemets mon argent de poche, si j'ose dire. Et donc je m'autofinance sur le sujet. Alors ce qui surprend beaucoup de gens que je rencontre, et parce que la plupart des gens qui vont en conférence tech profitent du fait que leurs entreprises les envoient, parce que ça permet de faire de la formation continue, tout ça, etc. C'est complètement OK, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai pris ce parti de le faire vraiment en activité complètement extrascolaire. Voilà, pour avoir cette liberté de ton que je peux avoir. Et puis, c'est quelque chose que je fais pour moi, pour mon développement personnel et professionnel. Voilà, et je ne veux pas être redevable à qui que ce soit, y compris mon employeur, hein, du fait que ah bah, on t'a envoyé en conf, donc tu es obligé de parler de ceci, cela, ou de faire la pub de la boîte, etc. Et si j'ai envie de parler en bien de mon employeur et de dire les belles choses, je le dis, c'est pas un problème, mais c'est pas quelque chose sur lequel je suis forcé de parler. Voilà. Donc je ferme un petit peu cette parenthèse par rapport à ça, mais vous voyez que en fait sur ces sujets-là, bah, en fait ça rejoint et ça vient compléter énormément l'activité donc bah, de vidéaste, de veille techno que je partage sur les réseaux, etc. Mais c'est une activité vraiment que je glisse complètement à part de mon activité professionnelle et qui me coûte plus d'argent qu'elle me rapporte, hein, puisque si je regarde un petit peu les statistiques de ce que m'a rapporté YouTube cette année, bah, c'est pas grand-chose, hein. Ça doit être 300 balles peut-être. Donc c'est juste de quoi acheter, renouveler, acheter un petit peu de matériel ou de me payer un billet de train ici ou là. Mais ça va pas plus loin que ça. Voilà. Donc, je suis qui dit Ponceto 91 est une légende. Ah bah, je sais pas trop, je crois pas, mais attends, je remonte un peu les commentaires. Donc Chavet, tu disais c'est étonnant que YouTube l'autorise, que YouTube autorise le fait que je parle par exemple de ce genre de matériel. Ouais, en fait il l'autorise, mais parce que j'en fais pas la promotion. C'est pas une promotion publicité, c'est même pas une publicité déguisée. Par contre, en revanche, tous les algos, ça je m'en suis rendu compte assez récemment, notamment bah, quand j'ai parlé de ça d'ailleurs, de ce petit appareil. Les algos d'IA de YouTube, lorsqu'on poste la vidéo et qu'ils scannent la vidéo pour l'indexer, tout ça, etc., et voir si on ne raconte pas n'importe quoi, bah, détectent des choses qui peuvent être apparentées à de la pub. Et lorsque j'en ai parlé la dernière fois sur la vidéo de la dernière fois de cet appareil, eh bien, YouTube propose maintenant dorénavant de skipper cette partie parce qu'ils ont détecté que ça pouvait être apparenté à une sorte de publicité. Mais j'ai pas eu de démonétisation ou de rappel à l'ordre, ce genre de choses. Parce que si c'était le cas, déjà je ferais appel parce que c'est pas une pub déguisée. J'en parle de façon tout à fait libre et éclairée. Mais voilà.
Mais oui, je pense que ça va se durcir de plus en plus dans les mois ou années à venir, ce genre de choses. Goose dit de magnifiques confs et passionnantes. Merci beaucoup, Goose. Merci. Bah, les tiennes aussi sont aussi toujours très, très, très passionnantes. Voilà. Et Triggy, donc Fabien qui dit c'est clair, je ne fais pas mes confs pour mes employeurs, encore moins pour trouver du boulot. Bah voilà, c'est pareil. Bah, c'est aussi pour ça que Fabien et moi, on s'entend bien sur ces sujets. C'est parce que voilà, on a envie de parler de sujets, on parle de ces sujets et on le fait pour nous avant tout. Mais voilà, c'est des choses qu'on fait en activité à part. Parce que enfin, en tout cas, moi, j'ai à cœur de bien séparer l'activité professionnelle de cette activité qui est une activité personnelle. Voilà. Salut Yannick, alias Akanoa, qui vient d'arriver sur le chat. Donc voilà, donc j'ai ratissé un petit peu large sur un petit peu les questions qui m'avaient été posées. Je sais pas, n'hésitez pas à poser là des questions dans les quelques minutes qui nous restent. Alors là, on va pas débrancher sur le live comme on fait habituellement de Titi Moby parce qu'il est malade aujourd'hui, il ne live pas. Donc on a encore quelques minutes devant nous. Si vous voulez poser des questions particulières, n'hésitez pas, je peux y répondre. Alors je suis qui dit concernant les posts, utilises-tu un outil pour le push multi-réseaux sociaux? Non, pas du tout. Non, non, je sais qu'il existe des outils, mais je ne suis pas très fan de ces outils qui existent pour faire du multipost. En termes d'ergonomie, en termes de vie privée, de tout ça. Je sais pas, il y a des trucs qui me grattent un peu. Bon, ça pourrait faire l'objet d'une discussion complètement à part de ce sujet. De fait, j'utilise juste... je planifie les posts que je fais essentiellement sur X. Donc, j'utilise l'outil de planification. Hein. Vous pouvez mettre une date et une heure de post sur X, etc. Et ensuite, je vais cross-poster manuellement sur Blue Sky. Et par contre, la planification, j'utilise aussi sur LinkedIn. Donc, souvent, vous voyez, quand je fais des posts, par exemple, sur de la veille techno, quand vous le voyez poster sur X et sur LinkedIn, en fait, je fais un copier-coller et je programme avec les outils de programmatique de ces deux plateformes. Il n'y a que Blue Sky aujourd'hui qui ne propose pas d'outils de programmatique. J'espère que ça viendra. Peut-être que ça viendra à un moment donné. Mais je considère que l'effort que ça me demande de faire un copier-coller au moment où mon post est passé et de cross-poster à la main, ça va, c'est un effort raisonnable. Même si j'ai déjà réfléchi à me développer un outil qui permet de le faire en automatique. Mais bon, pour l'instant, je n'en vois pas forcément l'utilité. Je cross-posterai sur beaucoup plus de réseaux sociaux, par exemple typiquement TikTok, Insta, tout ça, etc. Je me poserai peut-être la question, mais TikTok, je veux pas y aller. Bah, déjà parce que je suis pas spécialement fan du média vidéo courte à la TikTok et voilà. Et après pour aussi des grosses raisons de vie privée, de sécurité, etc. TikTok, je suis pas méga fan, même si je trouve que c'est une plateforme assez incroyable en termes d'exposition. Elle est très porteuse, mais voilà, je suis pas fan. Et Insta, c'est pareil, je suis pas fan, et d'autant plus que c'est Meta derrière et j'ai cuté tous mes produits Meta. Moi, j'ai jamais eu WhatsApp, je n'utilise pas WhatsApp par exemple. Instagram, j'utilise pas, et puis bon, Instagram, voilà, parler de texte sur Instagram, je crois pas que ce soit la meilleure des plateformes. TikTok passe encore. Mais Insta, je crois pas. Même s'il y a quelques comptes de gens plus ou moins tech qui traitent sur cette plateforme, mais voilà. Donc je considère que X, Blue Sky et LinkedIn me suffisent amplement pour ce que je fais. Et donc la question c'est pourquoi pas partir de X? Pour l'instant, je pars pas. On m'a parfois dit mais pourquoi tu restes sur X? Si tu restes sur X, c'est parce que tu es un gros facho, blablabli, blablabla. Enfin bref, j'essaye de m'abstraire de tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez que de façon générale sur mes timelines, que ce soit sur X, Blue Sky ou ailleurs, j'essaye d'éviter les sujets trop politiques ou trop politisés. J'essaye de parler de ce que je sais, donc essentiellement de la tech, et de ne pas rentrer trop dans des débats. Ça m'est arrivé par le passé et ça n'a pas été des bons moments particulièrement. Donc voilà. Je reste sur X. Après, si demain X me pousse à partir ou que ça ferme parce qu'ils veulent absolument monétiser les comptes, etc., bah, je partirai, hein, et puis j'irai ailleurs. Et puis bah, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, j'ai une assez bonne audience sur X et ça me permet aussi de pouvoir partager au plus grand nombre en complétant dans X avec Blue Sky et LinkedIn. Voilà, ça permet d'avoir une audience qui est quand même assez intéressante, je dirais. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, il y en a qui disent qu'ils utilisent Brightbean, Buffer. Je connais pas du tout ces outils-là. Donc, je suis pas... franchement, j'ai pas trop regardé les outils de cross-posting. Alors, Chevenet qui me pose la question, la ligne RER fonctionne? Oui, parce que
il y a deux choses sur lesquelles je poste sur les réseaux, enfin notamment X, c'est évidemment la tech et aussi la ligne RERB que je pratique presque quotidiennement et qui est un enfer absolu sur Terre. Et donc, il m'arrive de pousser parfois des coups de gueule contre le RERB, non pas parce que j'ai envie de m'en prendre aux pauvres personnes qui gèrent le compte X de la RATP et dédié au RERB, mais c'est parce que cette ligne est un enfer sur Terre. Celles et ceux qui la prennent, vous-même, vous savez. Donc voilà, bah, écoute, aujourd'hui, je ne sais pas si elle fonctionne, je l'espère, sachant que je vous passe l'info, si jamais vous venez cet été en région parisienne, bah, la ligne B du RER va être fermée pendant 6 semaines, de presque fin juillet à mi-août, enfin, ça va être fermé super longtemps. Donc par exemple, moi, pour partir de chez moi pour aller dans Paris, c'est juste impossible puisque la ligne sera fermée à 2 endroits. Donc, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et Laurent qui me dit, statistiquement, la ligne RERB fonctionne bien, Olivier. Oui, statistiquement, ouais, on va dire ça. En disons que je pousse un peu moins de coups de gueule en ce moment contre la ligne B, puisque c'est comme pisser dans un violon, mais c'est comme ça. Je crois que ça ira peut-être mieux quand on aura les nouvelles rames d'ici 2 à 3 ans. Voilà. Sachant qu'il y a presque 10 ans de retard sur tout ça, mais bon. C'est un autre sujet, c'est pas de la tech, donc on va évacuer cette question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions que vous souhaitez me poser. En tout cas, j'ai essayé d'adresser un max de choses un peu dans cette FAQ. Alors juste avant de terminer, on peut parler de l'avenir de la chaîne Twitch et YouTube. Là pour le coup, bah, moi j'ai envie de continuer à produire ce contenu. Cette année, l'année donc 2025, fin 2025 et 2026, j'ai été plus comment je dirais, plus aléatoire sur ma présence sur la chaîne parce que, bah, vous le savez, fin d'année dernière, j'ai déménagé, donc ça m'a pris, ça a pris pas mal de temps. Au niveau du boulot, j'ai eu pas mal de choses qui sont tombées, donc ça a quand même pas mal ça a quand même pas mal bousculé mon emploi du temps. Donc j'ai été moins assidu, je vais dire, cette année. Et donc je vais essayer de me faire une promesse que je vais essayer de tenir, c'est d'être un peu plus assidu l'année prochaine, à la saison prochaine, donc à partir du mois de septembre. Et voilà, pour toujours continuer à produire du contenu sur plein de sujets. Alors très régulièrement, on me susurre à l'oreille quelques exemples de sujets que les gens aimeraient bien vouloir traiter. Donc j'en ai quelques-uns, mais n'hésitez pas à m'en envoyer de temps en temps. S'il y a des sujets que vous voudriez voir traités, si je peux le traiter, que j'ai la connaissance et que je ne suis pas en capacité de raconter de la merde, pour moi c'est un grand plaisir de pouvoir traiter le sujet. Et si c'est un sujet que je maîtrise moins, ça arrive des fois, bah, je fais les recherches nécessaires. Et vous l'avez compris, la phase préparatoire pour faire chaque live est quand même assez importante. Je ne me mets pas juste à 12h15 devant mon PC, j'allume et let's go en mode YOLO. Non, non, tout est préparé. Donc ça demande du temps de préparation. Mais au moins, c'est ce que le 80% dans mon domaine professionnel me permet d'avoir, c'est d'avoir ce temps de préparation. Donc, Chavney qui me dit, tu vas faire prof pour l'année prochaine? Oui, tout à fait. Je rempile en novembre-décembre. Donc, je vais aller continuer à donner des cours à CY Tech, donc à Cergy. Et je trouve que... tiens, je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Ce qui devient de plus... Là, ça fait 6 ans que je donne des cours. Et là, l'ère de l'IA commence à avoir un véritable impact sur la formation de nos jeunes. Donc, j'étudie... Enfin, je donne des cours à des étudiants qui sont en Master 2 en section informatique embarquée, donc dite section INEM, informatique embarquée, à CY Tech. Et c'est vrai que je me rends compte depuis ces 2 dernières années que l'IA a un véritable impact sur l'employabilité. C'est pas facile à dire, l'employabilité des personnes qui sortent des écoles d'ingénieurs. Et de plus en plus, je suis en train de réfléchir à voir comment changer un petit peu les cours que je donne, puisque moi je donne des cours sur l'architecture du noyau Linux, compiler son propre noyau, créer des appels système, on fait de la programmation système, comment gérer les signaux, comment gérer les sockets, on fait de la programmation réseau, un peu de sécurité, etc. Donc c'est très dense. Et j'essaye de réfléchir à voir comment je peux intégrer aussi un petit peu peut-être d'écriture de code par IA ou des choses, parce que c'est des choses qui manquent beaucoup dans les cursus aujourd'hui universitaires ou d'écoles d'ingénieurs.
Comme d'habitude, hein, le marché va toujours plus vite que les études qui vont alimenter après le marché de personnes en capacité à faire. Donc voilà, je réfléchis à ça. Et pour répondre à hardware, non, mes cours ne sont pas dispo en ligne. Non, je donne pas mes cours en ligne, mais je m'étais déjà posé la question de savoir peut-être un jour de faire soit une session filmée, soit de les partager d'une manière ou d'une autre. Mais non, aujourd'hui, ils sont pas dispo en ligne. Voilà. Je ferme cette petite parenthèse et pour répondre à Goose, il m'a dit je t'avais proposé Tycoon Dev Full ASM. Ah oui, Tycoon, le fameux jeu. D'ailleurs, il y a une super vidéo sur le sujet qui avait été faite, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est hyper intéressant. Euh, Tu vois, du coup, j'ai pas traité le sujet de ce jeu parce qu'il y a une super vidéo déjà sur le sujet et quelque part, j'ai pas envie soit de surfer sur quelque chose qui a déjà été fait, qui est vraiment plus hyper qualitatif, soit d'être pris un petit peu comme quelqu'un faisant du plagiat. Donc, des fois, j'essaye de trouver, même si peut-être qu'à un moment donné, j'en parlerai, hein, mais j'essaye de trouver des sujets qui sont moins abordés par d'autres chaînes, qui soient des chaînes plus généralistes ou des chaînes tech spécifiques. Voilà. Alors, Manon qui pose la question, est-ce que l'IA va réduire la qualité de nos futurs ingénieurs? Rouvrons une petite parenthèse. C'est une question qui est très difficile à laquelle il est très difficile de répondre. Je trouve que les élèves aujourd'hui qui sont en école d'ingénieur, c'est un peu difficile pour eux parce que ils sont en plein dans un univers qui est en plein chamboulement. D'une part, bah, parce que vous l'avez vu, hein, l'IA a vraiment rebattu les cartes, mais pas que de la tech, hein, partout ces 2-3 dernières années, parfois à tort, parfois à raison. Des fois, il y a des gens qui en font des caisses alors que parfois c'est juste un non-sujet. Parfois, l'IA va venir faire bouger des lignes sur des choses qu'on n'attendait pas. Notamment, bah, là, on le voit, hein, j'en avais déjà parlé dans une vidéo cette année, Claude Code qui donne par exemple des résultats qui sont vraiment plutôt très très bons pour qui sait s'en servir. La problématique en fait des élèves, c'est pas tant de réduire la qualité de nos futurs ingénieurs, c'est qu'en fait les élèves ne sont aujourd'hui pas suffisamment ou insuffisamment préparés à la réalité du marché, parce que comme je le disais à l'instant, il y a quelques minutes, comment je dirais, les sujets éducatifs, les programmes éducatifs, la façon dont ils sont faits, réagissent beaucoup plus lentement que le marché ne change. Donc le problème, c'est que les ingénieurs qui arrivent diplômés sur le marché, soit ils ont réussi à faire ce travail eux-mêmes d'appréhender un petit peu tous ces outils et de pouvoir faire un peu l'extra mile, vous voyez ce que je veux dire, l'extra mile du travail supplémentaire à faire pour être bon par rapport à ce que le marché attend, soit c'est des élèves qui ont juste suivi les cours, qui ont eu leur diplôme, et ils arrivent sur le marché, ils se retrouvent confrontés à une réalité qui est très difficile. Le fait est, c'est que on ne les attend pas, et ce qu'on veut sur le marché, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, on cherche des gens qui sont très expérimentés, et ou avec de très fortes compétences, et notamment dans des domaines tels que l'IA. Donc, est-ce que l'IA réduit la qualité de nos futurs ingénieurs? J'ai envie de dire que indirectement aujourd'hui, oui, mais c'est pas l'IA qui réduit ça, c'est juste que les programmes d'enseignement réagissent beaucoup plus lentement que la technologie n'évolue. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que j'ai eu cette discussion l'an dernier avec tout le comité éducatif et je vais réavoir ça là, dans quelques semaines, un échange avec le comité éducatif donc de l'école d'ingénieurs pour dire effectivement il faut qu'on intègre un peu plus ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de faire. Et l'idée, c'est pas de dire aux jeunes aujourd'hui, l'IA va écrire le code à ta place, parce qu'en fait, ça, c'est que la face visible de l'iceberg. C'est que voilà comment tu peux utiliser l'IA pour mieux délivrer en gardant un très très bon niveau de connaissance. Parce que ce qui compte, c'est pas tant que l'IA écrive des lignes de code à notre place ou à leur place, c'est d'avoir les bons fondamentaux, les bons niveaux de connaissance pour pouvoir produire du logiciel de qualité derrière. Et là-dessus, je pense que la plupart des écoles sont assez en retard sur le sujet. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Moi-même, effectivement, j'essaye de réfléchir à voir comment je peux changer un petit peu ma façon de leur enseigner certains fondamentaux pour
peu intégrer ces sujets parce que je pense que c'est incontournable, mais il ne faut pas que l'IA vienne supplanter la connaissance brute de ce que les gens doivent acquérir. Voilà. Parce que sinon, c'est trop facile de dire, bah vas-y, ChatGPT, explique-moi comment le noyau Linux fonctionne. Vas-y, Claude, code-moi telle ligne de code. C'est pas ça qu'on attend des gens. Ce qu'on attend des gens, c'est d'avoir des très bons fondamentaux, des très bons niveaux de connaissances pour produire du code, éventuellement avec des outils très puissants tels que Claude, Codex ou que sais-je encore. Voilà. Donc voilà, en fait, en vrai, j'aimerais pas être à la place de nos étudiants aujourd'hui parce que je pense que c'est très dur pour eux et tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, je pense que c'est très très dur pour eux. Et même pour nous qui sommes là depuis longtemps, même moi, hein, qui suis maintenant un ancien, je trouve que on vit une période qui est assez mouvementée et sur laquelle beaucoup de boîtes jouent sur le fait que bah oui, l'IA remplace les gens. Alors, en fait, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Donc le tout, c'est d'arriver à trouver, à lire entre les lignes, de trouver le juste milieu et d'arriver à apporter notre vraie plus-value à nous. Voilà. Bref. Voilà pour le sujet du jour. Bah, on a plus que largement débordé par rapport à d'habitude, mais ce qui est normal puisque Thierry ne streamait pas aujourd'hui. Donc pour l'avenir de la chaîne, je vous disais, la chaîne va continuer. J'espère que je vais essayer d'être plus régulier cette fois-ci, en tout cas à partir de la saison prochaine. J'espère que ce ne sera pas un vœu pieux, mais je vais essayer de revenir à plus de régularité, de continuer à faire des sujets qui, je l'espère, sont pour vous des sujets de qualité. En tout cas, n'hésitez pas toujours à me solliciter, à m'envoyer des propositions de sujets. Je serais ravi de pouvoir les traiter si je peux le faire. Encore une fois, et puis continuer à utiliser aussi cette chaîne Twitch et YouTube comme étant une forme d'incubateur d'idées pour les talks que je donne donc dans les conférences tech. Ça m'aide énormément parce que parfois je suis un peu en manque d'idées de dire de quoi je pourrais parler dans une conf et puis finalement le fait de parler semaine après semaine de différents sujets, ça m'apporte pas mal de matière pour pouvoir créer des nouveaux sujets tous les ans, donc c'est plutôt pas mal, c'est un très très bon complément. Voilà pour aujourd'hui. Bah, écoutez, merci d'être venu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas live comme je vous le disais. On se retrouve donc normalement dans 2 semaines. Moi, d'ici là, je vais vous souhaiter donc des bonnes semaines, du beau temps, avec l'été qui arrive très prochainement. Donc, je vous fais plein de bisous. On va juste terminer là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Laissez-moi des commentaires et tout. Là, je fais un peu le YouTuber, mais c'est vrai que c'est important d'avoir du feedback et que l'abonnement permet aussi d'être plus vu sur les différentes plateformes. Et puis, voilà. Bah, j'en ai fini pour aujourd'hui. Bah, écoutez, je vous fais plein de bisous. À ciao, à la prochaine fois. Bye bye.